Merci beaucoup de m'avoir invité ce matin pour parler des aspects respiratoires en pédiatrie. On en a déjà parlé un peu ce matin, ce qui fait que je vais centrer mon exposé sur les outils d'exploration qui pourront servir bien sûr pour l'évaluation des thérapeutiques innovantes et puis aussi certaines données en vie réelle, comment sont pris en charge les enfants les plus sévères en France grâce au réseau VNI que nous avons mis en place. Donc, j'ai partagé mon exposé en deux parties. D'abord, l'histoire naturelle de l'atteinte du muscle respiratoire. Alors, c'est avant l'ère des thérapeutiques innovantes, mais nous avons fait un certain temps déjà dernier une exploration complète des muscles respiratoires, comprenant la stimulation magnétique des nerfs phréniques qui permet de mesurer de façon, je dirais, mini-invasive et non volutionnelle la force spécifique du diaphragme. Et on a comparé les résultats obtenus chez un groupe d'enfants ayant une amyopathie spinale avec des adolescents atteints d'une myopathie du Duchenne et un groupe d'enfants ayant une myopathie congénitale. Qu'est-ce qu'on voit dans cette étude? C'est qu'il y a une diminution modérée de la force des muscles expiratoires, à peu près comparable par rapport aux autres enfants. Par contre, on a une force de contraction du diaphragme qui est relativement préservée par rapport aux myopathies du Duchenne, avec une atteinte qui est préférentiellement au niveau des muscles inspiratoires accessoires, c'est-à-dire les intercostaux externes. Alors ici, un article que je trouve intéressant qui montre bien que cette atteinte des muscles respiratoires entrave le développement normal de la cage thoracique en termes de volume de la cage thoracique. Et ce travail a bien montré qu'il y avait donc une diminution du rapport circonférence de la tête sur la circonférence thoracique sur la circonférence de la tête chez ces enfants ayant une forme précoce, qui montre bien qu'il y a une diminution à cause de la faiblesse des muscles respiratoires de la cage thoracique et par voie de conséquence du poumon sous-jacent. Alors, on connaît tous la capacité vitale pour évaluer en fait la force globale des muscles inspiratoires et expiratoires. Il faut savoir les limites de cette technique. C'est certes une technique non volutionnelle, mais non invasive, mais elle est volutionnelle, donc elle se doit d'être maximale. Pour être reproductible, il faut avoir au moins 3 mesures à peu près équivalentes, et ce qui fait qu'elle est difficilement réalisable chez les enfants de moins de 6 à 8 ans. Ce qu'on voit quand même, c'est que ici, en termes de valeur absolue de capacité vitale, les enfants qui ont une amyopathie spinale de type 2 ont des valeurs de capacité vitale en valeur absolue et en pourcentage des valeurs attendues pour l'âge extrêmement basses, nettement diminuées par rapport au type 3, avec également une pente de déclin qui est extrêmement rapide et un peu plus rapide, comme on peut le comprendre pour les types 2 par rapport au type 3. Par contre, un examen qui est particulièrement intéressant en pédiatrie, c'est la pression nasale lors d'un reniflement maximal. Le reniflement, c'est une manœuvre tout à fait naturelle. Quand l'enfant a le nez bouché, il renifle. Si à ce moment-là, on met dans une narine un petit bouchon avec un capteur de pression et qu'on met l'enfant devant un écran, il voit lui-même le grand pic, donc la grande pression négative qu'il génère en faisant un reniflement maximal qui entraîne l'occlusion de la narine contralatérale et qui permet donc de mesurer la pression dans la narine où il y a le capteur de pression. C'est un test extrêmement facile, ludique, reproductible, réalisable chez l'enfant à partir de 2-3 ans. Et on voit très bien, lorsqu'on fait cette mesure de la pression nasale lors du reniflement chez les enfants qui ont une amyopathie spinale, là encore, on voit très nettement des valeurs extrêmement basses chez les types 2, meilleures chez les types 3, avec là encore un déclin qui est
assez rapide et un peu plus rapide chez les types 2 que chez les types 3. Maintenant, des études sur des grandes cohortes qui montrent quand même la variabilité interindividuelle extrêmement importante de l'atteinte respiratoire. Vous avez ici les valeurs de capacité vitale en pourcentage de la valeur prédite pour les SMA de type 2, les SMA de type 2 donc assis et les SMA de type 3. Et on voit donc qu'il y a un déclin progressif, mais avec des valeurs extrêmement, je dirais, différentes pour des enfants pour un même âge. Alors ici, c'est une technique qui est extrêmement intéressante, mais malheureusement, il n'existe pas d'appareil disponible dans le commerce, donc ça reste une exploration de recherche. C'est la plétismographie optoélectronique. Ça consiste en quoi? Ça consiste à analyser par des caméras les mouvements de la cage thoracique et de l'abdomen par des petites pastilles réfléchissantes qu'on colle sur le thorax et de l'abdomen. Ensuite, on analyse la respiration du sujet et ça permet de quantifier exactement quelle est l'importance de l'expansion thoracique et abdominale et de la quantifier côté droit, côté gauche, abdomen versus thorax. Alors, ça a été fait par l'équipe de Andrea Aliverti de Milan, qui est un expert dans ce domaine, et il a montré donc, en fait, ici, la part du volume courant assurée par la cage thoracique et la part du volume courant assurée par l'abdomen. Et il a ici les résultats chez les sujets sains. Donc, le premier point représente la respiration calme. Ensuite, ici, l'inspiration au moment d'un effort de toux, donc l'inspiration maximale avant une toux, et ici, la capacité inspiratoire maximale. Qu'est-ce qu'on voit pour les SMA de type 2? C'est qu'ils ont un volume qui est diminué. Ils n'arrivent pas à augmenter le volume dans leur cage thoracique, ni au début d'une toux, ni lors d'une manœuvre de capacité inspiratoire maximale. Et de manière identique pour l'abdomen. Et on voit que ces modifications, enfin ces altérations, sont moins prononcées, intermédiaires, pour les types 3A et 3B. Alors, le sommeil. On sait que pendant le sommeil, il y a une diminution physiologique de l'efficacité de la respiration. Vous avez une diminution physiologique de la commande respiratoire et de la sensibilité des chémorécepteurs périphériques. On a la préservation de la fonction du diaphragme. Par contre, on a une relaxation, donc un relâchement des muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures et également un arrêt de l'activité des intercostaux externes pendant le sommeil paradoxal, ce qui fait que pendant cette phase de sommeil particulièrement vulnérable, il n'y a que le diaphragme qui assure la respiration. Vous avez également des altérations de la mécanique respiratoire avec une augmentation des inégalités de ventilation-perfusion, une augmentation physiologique discrète de la résistance des voies aériennes et une diminution de la capacité résiduelle fonctionnelle. Ce qui fait que, de manière tout à fait normale, on peut avoir pendant le sommeil une diminution de l'oxymétrie de pouls de 2 à 4% avec une augmentation physiologique du gaz carbonique transcutané jusqu'à 10 mm de mercure. Alors, par contre, lorsqu'on regarde ces enfants respirer, ici, vous avez un tracé tout à fait typique. Vous avez ici l'oxymétrie de pouls. Ici, vous avez la reconstruction du débit nasal. Vous avez ici la bande thoracique et la bande abdominale. On voit ici une respiration à peu près normale. Et puis ensuite, on voit des phases où il y a une diminution avec un petit décalage de phase de l'amplitude du thorax et de l'abdomen, donc une diminution du débit. Et tout ça se produit de manière récurrente pendant toute la durée du sommeil et préférentiellement en sommeil paradoxal. Ce qui fait qu'il n'y a pas toujours de diminution de la saturation. Ce qui fait que ces événements, lorsqu'on les cote selon le scorage de l'Académie américaine du sommeil, on ne cote pas ces événements. Et pourtant,
ils sont pathologiques. Pourtant, l'enfant ne respire pas bien. Donc, il est, en fait, le scorage international recommandé n'est pas du tout adapté pour les patients neuromusculaires, puisqu'il ne quantifie pas, il n'évalue pas ces événements respiratoires pathologiques qui ne sont pas associés à des désaturations ou des micro-éveils. Et on le voit ici tout à fait. On a fait donc des polysomnographies à des enfants qui avaient un anémie spinale de type 1 et 2, et on voit que finalement, il n'y a pratiquement pas d'événements respiratoires, puisque les périodes de diminution de la ventilation existent, mais sont trop discrets et ne sont pas scorés. Donc, le profil tout à fait typique, c'est une hypoxémie, ici, avec des événements respiratoires, mais qui ne sont pas toujours des apnées. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi ici? C'est que cette mauvaise qualité du sommeil va retentir sur l'architecture et l'efficacité du sommeil, puisque chaque fois qu'il y aura des événements, une respiration normale, le cerveau va avoir tendance à réveiller l'enfant. Donc, on a une diminution de l'efficacité du sommeil, on a une augmentation du sommeil léger au détriment du sommeil profond et du sommeil paradoxal, avec également plus de réveils qui peuvent être des micro-éveils et bien sûr des symptômes de troubles respiratoires du sommeil. Alors ici, une autre étude qui a été faite par une équipe italienne de Rome, où ils ont comparé le sommeil de patients SMA de type 2 versus des sujets sains témoins. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a plus de changements de stade de sommeil, il y a plus de réveil, il y a une diminution de l'efficacité du sommeil, une augmentation du temps d'éveil intra-sommeil, il y a plus de sommeil léger, moins de sommeil profond et moins de sommeil REM, qui sont des phases de sommeil extrêmement importantes pour le développement neurocognitif, les capacités exécutives, cognitives, mémoire et performance intellectuelle. Alors, la prise en charge respiratoire, je vais passer assez rapidement. On sait que, vous voyez ici, l'évolution naturelle d'une maladie neuromusculaire progressive. Lorsque les muscles fonctionnent encore normalement, on a une respiration normale. Mais ensuite, on aura une faiblesse musculaire qui va se manifester préférentiellement pendant les périodes d'exacerbation infectieuse où le sujet a besoin de fournir un effort, une activité de force musculaire plus importante. Donc la première étape va être la mise en route de techniques d'assistance à l'atout. Alors il y a différentes techniques d'assistance à l'atout. Ici, des outils pour augmenter l'atout, des outils pour mobiliser le mucus ou pour protéger les voies aériennes. Vous voyez qu'on adapte ces différentes techniques en fonction des besoins de l'enfant et en fonction de l'âge également. Également, un élément très important qui a déjà été souligné, c'est que si vous n'avez pas des mouvements respiratoires efficaces et normaux, la cage thoracique ne va pas grandir et le poumon sous-jacent non plus. Donc là, on n'a que cette étude observationnelle, mais qui est importante, qui montre qu'on peut tout à fait donc, corriger ou améliorer une déformation thoracique, le thorax en cloche, grâce à une ventilation non invasive nocturne. Se pose maintenant la question, est-ce que des séances de relaxateurs de pression faites de manière quotidienne, de manière efficace, ne sont pas suffisantes non plus, surtout à un stade précoce. Alors bien sûr, toutes les mesures d'hygiène respiratoire, je n'y reviendrai pas. Éviter la collectivité, l'anticorps monoclonal anti-VRS, la vaccination, y compris antigrippale de toute la famille, pas de tabagisme passif et le scoliose, ça nous a été brillamment démontré au cours de l'exposé précédent. Je vais terminer mon exposé sur la ventilation non invasive. C'est sûr que maintenant, on est tous d'accord pour débuter la ventilation non invasive lorsqu'il existe une hypercapnie nocturne isolée qui va apparaître préférentiellement au sommeil REM
puisse s'étendre vers le sommeil REM. Il faut savoir aussi que des événements, des triggers, peuvent aggraver une situation respiratoire limite et précipiter l'enfant vers une insuffisance respiratoire ou une hypercapnie, en particulier lors d'exacerbations infectieuses ou de gestes anesthésiques. Alors, c'est quoi le traitement? Lorsque vous avez une faiblesse des muscles respiratoires, le cerveau va actionner plus ces muscles affaiblis. Le travail respiratoire peut être augmenté du fait de la déformation thoracique. Ce qui fait qu'à partir d'un certain moment, il va y avoir un déséquilibre, ce qui fait qu'il ne va plus y avoir assez d'air pour rentrer dans le poumon, pour pouvoir rentrer lors de chaque inspiration, ce qui fait qu'il va y avoir une insuffisance d'air, donc une hypoxémie, insuffisance d'apport d'oxygène, mais surtout pas assez d'air pour épurer le poumon du gaz carbonique, donc on va avoir une hypercapnie. C'est quoi la ventilation non invasive? Elle va simplement rééquilibrer la balance. Et dans le cadre d'une maladie neuromusculaire, la ventilation non invasive a comme but de restaurer une respiration normale, donc d'assister, voire de remplacer les muscles respiratoires. Alors, les indications de la VNI, il y a un consensus international pour dire que chaque fois qu'il y a des exacerbations respiratoires sévères qui nécessite une hospitalisation, c'est que l'enfant n'a plus aucune réserve respiratoire et qu'il faut mettre en route une VNI. De même, lorsqu'il existe une hypoventilation alvéolaire nocturne isolée qui doit être dépistée de manière systématique puisque malheureusement, on n'a pas de critères cliniques, ni musculaires respiratoires, ni fonctionnels qui permettent de prédire de manière précise quand l'enfant va être hypercapnique la nuit. Nous, on avait misé beaucoup sur le SNP. Ça n'a pas démontré son efficacité pour prédire une hypercapnie nocturne. Alors, je viens de terminer un URS Statement, donc des recommandations internationales pour la Société européenne de pneumologie sur la ventilation non invasive de l'enfant. C'est un groupe d'experts qui a travaillé pendant 2 ans avec 16 experts européens. Et nous, les critères qu'on a retenus pour débuter une ventilation non invasive sont les suivants, avec donc une PCO2 transcutanée maximale supérieure à 50 mm de mercure au cours de la nuit ou un temps nocturne de passer avec une PCO2 transcutanée de plus de 50 mm de mercure pendant au moins 2% du temps d'enregistrement ou du temps de sommeil. Il y a bien sûr d'autres critères et dans un autre article, on a montré qu'en général, les enfants, ils ont exceptionnellement un critère et que plus de 90% des enfants, ils remplissent 3 ou 4 de ces critères. Alors on voit que la ventilation non invasive normalise la respiration. Vous voyez, normalisation de l'oxymétrie, amélioration de l'efficacité du sommeil, amélioration de la structure du sommeil avec de nouveau une diminution de sommeil léger, augmentation du sommeil, diminution des réveils et du score clinique. Et on voit que ces améliorations ici sont observées de manière homogène sur l'ensemble de cette petite cohorte. On voit également, donc ici, comme je vous ai dit, diminution du sommeil de mauvaise qualité, des sueurs nocturnes, des céphalées, amélioration de l'appétit, amélioration de la concentration à l'école et du score clinique global. Alors, depuis maintenant un peu plus de 2 ans, on a mis en place un réseau national de la ventilation non invasive de l'enfant qui regroupe 28 centres CHU pédiatriques dans 24 villes françaises. Vous voyez ici l'ensemble des membres de ce réseau. Donc, on a fait une enquête nationale au 1er juin 2019 où on a demandé à tous les centres de remplir une feuille avec certains renseignements cliniques pour l'ensemble des patients qui étaient traités dans leur centre par une pression positive continue ou une VNI au long cours. Donc, ça nous a donné un panorama exhaustif de l'état en France des enfants ventilés à domicile. On a
avait en juin 2019 1449 enfants sous VNI au long cours. Et on voit que les enfants qui avaient une pathologie neuromusculaire, 400 enfants, représentaient 28% de ces enfants. Le premier groupe ici, ce sont des enfants qui ont des malformations des voies aériennes supérieures, donc une pathologie obstructive sévère. Ici, une pathologie du système nerveux central, cardio-respiratoire, maladies osseuses constitutionnelles et autres. Quand on regarde ces enfants neuromusculaires, on voit que l'harmatus spinal représente le groupe le plus important, 129 enfants, 32% des enfants neuromusculaires, avec le deuxième groupe représentant les myopathies et le troisième, les myopathies de Duchenne. Quand on regarde maintenant les caractéristiques de ce groupe d'enfants neuromusculaires, ils avaient un âge moyen de 11 ans, ils étaient ventilés en moyenne depuis un peu plus de 3 ans, 94% de ces enfants neuromusculaires avaient une ventilation non invasive et surtout, ce qui est à l'honneur de la France, c'est qu'on est le pays au monde où il y a le moins d'enfants chez lesquels on débute une PPC ou une VNI lors d'une exacerbation aiguë. Les publications internationales, c'est 60 à 40% des initiations de VNI se font lors d'une exacerbation et en France, c'est 8%. Donc ça veut dire que ces enfants sont dépistés. Ils sont bien pris en charge et je pense que c'est extrêmement important aussi sur le plan psychologique, compliance, suivi, etc. Ici, un peu plus de caractéristiques sur ce groupe. On voit qu'en France, on est aussi, je nous jette des fleurs, mais les résultats sont là, on est les champions de l'observance. Ici, vous voyez l'observance moyenne sur les cartes machines de tous ces enfants. Là encore, la France est le pays où la compliance est la meilleure. Dans les autres pays, c'est entre 3 et 6 heures, avec peut-être un tiers d'enfants non compliants. Pour les neuromusculaires, les enfants, ils dorment en moyenne 8 heures avec leur machine, avec la majorité des enfants qui dorment plus de 6 heures. Les interfaces, c'est avant tout un masque nasal, beaucoup moins de masque naso-buccal, c'est surtout les enfants qui ont de fermeture de bouche, avec toujours la réserve d'un reflux, de risque d'inhalation et le fait que l'enfant puisse enlever lui-même le masque. Vous voyez ici les réglages de la ventilation non invasive. Donc tout ça, c'est assez homogène. C'est des paramètres de ventilation classiques. Tout ce qu'il faut, c'est restaurer une ventilation normale. Donc les pressions inspiratoires moyennes de 4, expiratoires de 5. Il y a 15% des enfants qui avaient une ventilation volume garanti au volume minimal, qui est un nouveau mode de ventilation. Et on voit également que la majorité des enfants ont un ventilateur de survie, donc de type 3 ou un type intermédiaire. Et 64% des enfants ont des appareils d'aide instrumentale à la toux. Et avec notre groupe VNI, on va débuter une enquête nationale prospective également sur les outils d'aide instrumentale à la toux. Alors, juste pour vous dire que pour l'amyotrophie spinale, l'âge moyen de début de la VNI, 9 ans, enfin l'âge moyen des enfants au moment de l'enquête, c'était 9 ans, avec un âge de début moyen de la VNI de 5 ans. Et on voit qu'il y avait donc dans ce groupe total une majorité d'enfants de type 2, mais également des enfants de type 1. L'initiation de la VNI, donc les examens réalisés avant l'initiation de la VNI, donc c'est majoritairement une gazométrie transcutanée, oxymétrie de pouls, gaz carbonique transcutané, et les critères d'indication étaient posés donc majoritairement sur les anomalies nocturnes des échanges gazeux. Ici, le mode de ventilation en général, c'est un mode spontané avec une fréquence de sécurité, la plupart du temps une interface nasale, l'observance vraiment très bien. Et vous voyez ici tous les appareils complémentaires pour l'aide instrumentale à la toux, en sachant que certains enfants avaient plusieurs appareils. Ensuite, si la faiblesse des muscles respiratoires progresse et que l'enfant est dyspnéique ou hypercapnique la journée,
On peut bien sûr ajouter des périodes de ventilation invasive la journée, soit par le masque habituel nocturne chez le petit enfant, soit par une pièce buccale chez les enfants plus grands. Et puis bien sûr, à un stade ultime, avec une discussion ensuite transparente, bien informée et éthique avec l'enfant et sa famille, une trachéotomie pour les stades les plus sévères. Donc, en conclusion, armature spinale, atteinte préférentielle des muscles intercostaux. Donc, il faut prévenir la déformation et le défaut de croissance thoracique et pulmonaire. Il faut un dépistage systématique de l'hypoventilation alvéolaire. Et je pense qu'une oxymétrie avec un gaz carbonique transcutané suffit. Si exacerbation, hypoventilation alvéolaire et en prévention d'une situation à risque de chirurgie, c'est une indication à la VNI et on peut y associer une ventilation diurne si besoin, ventilation invasive au cas par cas et modification bien sûr de l'histoire naturelle avec les thérapies innovantes. Et je pense qu'il est extrêmement important de monitorer de la manière la plus simple possible, systématiquement, ces enfants au long cours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc il y a la place pour une petite question peut-être dans la salle en attendant qu'Hélène Prigent s'installe. Y a-t-il une question par rapport à la prise en charge ventilatoire de l'enfant? Oui. Bonjour, je suis la maman d'un enfant atteint d'amyotrophie spinale type 0, type 1. Je voulais savoir, vous n'en avez pas parlé pendant votre intervention, de la ceinture abdominale qui pour moi est primordiale pour une bonne prise en charge lors de la VNI. Enfin, je pense qu'effectivement, c'est un point à aborder, parce que nos enfants ont... Alors, je n'ai pas parlé de la kiné respiratoire. C'est sûr que là, en 20 minutes, je ne peux pas tout faire, donc j'ai fait un choix. Mais c'est sûr qu'il faut que le thorax s'expande. Oui. Hein, donc, si on n'a pas une expansion thoracique suffisante, c'est sûr qu'il faut une contre-pression abdominale, mais je pense qu'il y a énormément d'exposés sur le sujet après. J'ai vu au cours de la journée, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Parce que beaucoup de professionnels en fait, mettent en place la VNI sans mettre en place une ceinture abdominale. Et pour moi, la VNI ne sert pas à grand-chose si effectivement les vases côtes ne sont pas tenus. Bien sûr, je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà. Merci beaucoup.